L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Voilà, nous allons enchaîner sur la fin de l'Europe cosmopolite ou cosmopolitique, le projet européen depuis la crise d'accueil des migrants de 2015 avec Martin Delex, je prononce bien ? Vous prononcez très bien. Très bien. Alors, vous êtes chercheur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne au sein du projet Nova Migra, Norms et Values in Europe after the Migration Crisis. Vous conduisez votre recherche sur l'intégration des phénomènes migratoires dans les théories contemporaines de la démocratie. Donc, c'est un sujet ô combien d'actualité. Et vous êtes notamment l'auteur de Au bord de la démocratie chez Classique Garnier. Et je pense que vous allez faire votre... Alors, je fais un deal avec vous, contre le montant et... Ouais, voilà. Okay. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier la Fondation Clarence de son invitation, la Maison de l'Europe de nous accueillir ici et vous dire le plaisir que j'ai d'avoir à vous présenter ceci. Je n'ai qu'une demi-heure, donc et j'ai un programme chargé. Donc, je vais couper la transition ici et de sauter à pieds joints dans le sujet de la thématique d'aujourd'hui, qui est développé, je dois le préciser, dans le cadre donc d'un projet de recherche européen dit les projets H2020, des gros consortiums de recherche, et je travaille moi pour l'université Panthéon-Sorbonne. Si ça fonctionne, hop, voilà. Je voudrais d'abord, en bon élève, en bon étudiant, je suis reparti du titre du colloque qui m'avait été transmis et je voudrais faire quelques clarifications de vocabulaire. Premier élément, je ne vais pas en réalité vous parler exactement ici d'un idéal européen. En tout cas, ce n'est pas l'idéal européen qui sera au centre de mon investigation. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt un projet politique animé par un idéal. Mais c'est bien sur le projet politique que je vais me concentrer. La deuxième précision que je dois ajouter, c'est que entre cet idéal européen et l'humanisme, j'ai choisi d'intercaler un troisième terme qui me semblait un peu moins indéterminé que l'humanisme. J'avoue que je ne suis pas sûr de connaître la dimension politique ou ce que serait une politique humaniste en tant que telle. Et donc, j'ai choisi de retenir le terme cosmopolitisme. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il me semblait présenter un double avantage. Le premier avantage, c'est qu'il partage une intuition morale fondamentale avec l'humanisme. Cette intuition, c'est que tout être humain, quelle que soit son appartenance, son origine, son orientation sexuelle, politique, confessionnelle, dispose d'une valeur morale intrinsèque qu'il faut pouvoir respecter. Deuxième, et donc, pour le formuler encore autrement, il y a une égale dignité de tous les êtres humains. Je pense que tant l'humanisme que le cosmopolitisme partagent cette intuition fondamentale. Deuxième élément pour lequel j'ai choisi de retenir ce terme, c'est parce que le cosmopolitisme a également été utilisé pour définir ce qu'était le projet européen. Et c'est ce que j'aimerais explorer avec vous rapidement aujourd'hui. Alors, le terme cosmopolitisme, je ne vais pas faire un cours d'histoire des idées politiques, je voudrais simplement reposer quelques éléments fondamentaux. Le terme cosmopolitisme vient du grec, ça veut littéralement dire cosmopolis, la cité monde, et donc l'idée, c'est une tradition intellectuelle qui est longue puisqu'elle nous ramène à l'Antiquité pour ses sources, qui est riche parce que entre l'Antiquité et aujourd'hui, elle a connu de multiples réinterprétations et redéfinitions, et qui est toujours très vivante. C'est une tradition qui connaît encore des publications extrêmement importantes, un renouvellement constant, et donc c'est une tradition intellectuelle bien vivace qu'on peut observer. S'il fallait essayer de la résumer en ne retenant que quelques idées centrales, on pourrait la présenter de la façon suivante. C'est une tradition intellectuelle selon laquelle il s'agit de dépasser les divisions du genre humain, d'une façon ou d'une autre, notamment par l'élaboration d'une communauté politique universelle, dont les traits institutionnels restent à définir.
D'accord, je laisse ça je laisse la formulation volontairement indéterminée à ce stade parce que cette communauté politique universelle peut revêtir, selon les auteurs, de multiples formes. Pourquoi est-ce que certains auteurs ont jugé intéressant de se saisir de cette idée du cosmopolitisme pour définir l'intégration européenne? Eh bien, en fait, la raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est qu'il semblait que le débat dans les études européennes et au sein du petit monde de Bruxelles, en quelque sorte de la bulle de Bruxelles, le débat tendait de plus en plus à se scléroser autour d'une opposition stérile. Cette opposition stérile, c'était une opposition qu'on pourrait schématiser comme étant une opposition entre supranationalisme et intergouvernementalisme, entre eurofédéralisme et souverainisme, ou entre États européens ou États-nations. L'idée fondamentale, c'était que l'Union européenne avait à choisir entre deux voies. Soit elle se construisait comme étant une confédération d'États, mais qui maintenait intacte la souveraineté des États membres, et donc elle ne pouvait envisager comme méthode d'intégration que l'intergouvernementalisme, qui n'était jamais qu'une version un peu améliorée de la diplomatie classique. Ou alors, elle cherchait à dépasser cet intergouvernementalisme par l'instauration d'institutions supranationales qui étaient capables d'imposer leurs lois à certains égards aux États membres, ou en tout cas sur certaines compétences. Le problème de ce débat, d'une part, c'est qu'il présentait en quelque sorte l'intégration comme étant un jeu à somme nulle. Ce que perdaient les États membres était gagné par l'État européen, ce que l'État européen gagne, et donc on avait une espèce de vase communicant comme ça qui faisait que on était dans une relation, dans une opposition relativement frontale entre États membres et institutions supranationales. L'autre élément qui a commencé à froisser à partir d'un moment dans les études européennes et au sein de la bulle de Bruxelles, c'est que ce débat intellectuel s'est rapidement assimilé à une espèce de guerre des tranchées. En gros, les positions étaient bien tracées. De temps en temps, on arrivait à récupérer une colline quelque part pour la reperdre quelques mois plus tard, mais il n'y avait pas de grandes évolutions dans les positions intellectuelles. En somme, les deux camps campaient sur leur position et il n'y avait pas d'évolution majeure. Dernier élément problématique, c'est que ces deux positions partageaient un présupposé commun. Elles considéraient toutes les deux que l'Union européenne devait se construire, ou en tout cas garder au centre de sa construction, la forme étatique. L'Union européenne devait forcément respecter une espèce d'intégration verticale. Soit cette intégration verticale trouvait son aboutissement au niveau des États membres et devait s'interrompre là, et au-delà de cela, il n'était plus possible que d'avoir des relations diplomatiques relativement classiques. Soit cette intégration verticale devait se prolonger dans l'Union européenne et aboutir ou déboucher sur un État européen. Mais l'État restait en quelque sorte l'impensé de ces deux approches de l'Union européenne. Alors, un ensemble d'auteurs, frustrés par cette opposition, ont décidé d'essayer de proposer une troisième voie qui permettait d'échapper en quelque sorte à ce chiasme. Et ces auteurs, en France, le plus connu, c'est probablement Jean-Marc Ferry, mais cette tradition était vivace aussi en Allemagne, sous la plume de personnes comme Ulrich Beck, ou le plus connu d'entre eux, probablement Jürgen Habermas. Alors, comment est-ce qu'on pourrait caractériser, si on devait dire que l'Europe est une construction cosmopolitique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire d'une part, et alors là, je vous mets en garde contre une première erreur, c'est d'assimiler cosmopolitisme et supranationalisme. L'idée de dire que l'Union européenne est une construction cosmopolitique, c'est bien pour échapper au supranationalisme. Donc le cosmopolitisme n'est pas un argument en faveur de l'eurofédéralisme. Très souvent, on confond les deux discours, mais en réalité, ils n'ont pas grand-chose à voir, voire même ils s'opposent. Alors, pour bien le comprendre, en général, une bonne partie de ces auteurs-là s'offrent un détour par Emmanuel Kant. C'est peut-être pas la façon la plus immédiate de l'expliquer, mais il me semble que ça permet d'éclairer quand même pas mal ce qu'ils ont en tête.
Emmanuel Kant rédige en 1795 un petit opuscule qui est voué à faire date, 1795 pardon, et qui s'intitule « Vers la paix perpétuelle ». Ce petit opuscule, d'une part, a souvent été présenté, à tort ou à raison d'ailleurs, comme étant une espèce d'anticipation de ce qu'allait devenir l'Union européenne. En tout cas, c'est l'intuition que vont creuser les trois auteurs que je viens de présenter, Ferry, Beck ou Habermas. D'une part, ils mettent en évidence le fait que dans le texte d'Habermas, le cosmopolitisme, dans le texte de Kant, pardon, le cosmopolitisme qu'il défend n'est pas un but en soi. Le cosmopolitisme sert un autre objectif, et cet objectif, c'est l'établissement de la paix. Exactement comme on pourrait dire que l'intégration européenne n'est pas un but en soi. Ce qui intéresse les États membres et les différentes institutions qui sont impliquées dans la construction européenne, c'est bien d'établir et de maintenir les conditions de la paix. Premier élément. Deuxième élément, pour Kant, cette intégration ne peut pas se faire, ne peut pas se décréter. Cette intégration, ce cosmopolitisme, est forcément processuel. Il doit se construire dans une histoire qui est faite d'échecs, de revirements, d'évolutions graduelles, mais il doit se construire petit à petit et tendre graduellement vers une coopération renforcée. Là aussi, on retrouve certaines intuitions propres au néofonctionnalisme, notamment, qui a porté sur les fonds baptismaux l'intégration européenne. Pour Emmanuel Kant, il y a trois conditions à remplir pour qu'une communauté politique puisse être décrite comme cosmopolitique. Ces trois conditions correspondent pour lui à trois niveaux de droit. Premier niveau du droit, c'est le niveau qu'il appelle civique. En fait, c'est le niveau, on dirait aujourd'hui, de l'État-nation. Et il nous dit, au niveau de l'État-nation, pour pouvoir instaurer le cosmopolitisme, il faut que les différents États qui participent à la construction cosmopolitique soient eux-mêmes des États républicains. Alors républicain, dans le vocabulaire de Kant, c'est ce qu'on traduirait par démocrate aujourd'hui. Donc il faut que ces États soient démocratiques. Il faut qu'ils permettent un gouvernement par le peuple. Et donc pour pouvoir avoir une construction cosmopolitique, il faut donc qu'il y ait une diffusion du modèle républicain, diffusion, Kant insiste là-dessus, qui doit se faire par l'exemple, pas par les armes. Et il écrit dans un contexte, quand même, 1795, où la France a essayé d'exporter par les armes la Révolution, ça ne s'est pas bien passé, et donc il prend acte en quelque sorte du fait que ça n'est pas une méthode acceptable de diffusion du modèle républicain, que la diffusion doit se faire par l'exemple. Deuxième élément, le droit, ce que Kant appelle le droit des gens, qu'on appellerait aujourd'hui le droit international. Au niveau du droit international, Kant nous dit que ces États démocratiques doivent établir entre eux une association fédérale. Alors, il utilise différents termes pour la définir, mais ce qui est intéressant, c'est que cette association fédérale est un peu une espèce d'oxymore. C'est-à-dire que ça n'est pas un État fédéral. Il n'y a pas un centre de décision et des entités fédérées, mais un centre ultime de décision. Kant nous dit, en fait, cette association fédérale, elle doit être plus étroite qu'une simple confédération. Dans une confédération, en fait, tous les États restent souverains sur toutes les matières. Donc ça doit aller au-delà d'une confédération. Mais ça ne doit pas non plus devenir un État, parce qu'il faut faire droit à la pluralité et à la diversité des États qui rejoignent l'association. Donc c'est plus une confédération, mais c'est moins qu'un État fédéral. D'où le terme association fédérale pour définir le modèle qu'il a en tête. Troisième élément, au niveau du droit cosmopolitique. Le droit cosmopolitique, c'est la vraie innovation conceptuelle de Kant dans ce texte. Il y a avant lui un ensemble d'auteurs qui appartiennent à la tradition juste naturaliste, qui ont déjà parlé du droit des gens, qui ont déjà mentionné, qui ont déjà écrit des traités sur le droit international, la meilleure façon de pacifier les relations entre les États, etc. Mais ces auteurs ne considèrent que deux niveaux du droit. Ils considèrent le niveau des États-nations et puis le niveau des relations internationales. Mais ils ne considèrent pas le droit cosmopolitique. Donc l'originalité de Kant, elle se situe à ce troisième niveau. Et il nous dit, les conditions
le droit cosmopolitique doit se limiter à offrir les conditions de l'hospitalité. Peu ou prou, je vous cite ça de mémoire, mais en gros, il faut qu'il y ait une reconnaissance d'un droit universel des étrangers à circuler librement, à venir visiter librement, et donc à circuler librement au sein de l'association et depuis l'extérieur de l'association, à l'intérieur de l'association. Pourquoi est-ce que Kant estime que ceci est important ? Eh bien parce que, comme au deuxième niveau du droit, les États ne sont pas ancrés dans un État fédéral, n'ont pas d'autorité centrale, il pense que la seule façon de faire tenir cette association fédérale, c'est de faire en sorte qu'il y ait des relations d'interdépendance suffisamment étroites entre tous ces États pour que, sans qu'il y ait de sanctions par une autorité supérieure, sans qu'il y ait de sanctions par une autorité de surplomb qui serait un État fédéral, il y ait quand même, on rende impossible la possibilité d'une guerre. On rende inenvisageable le recours à la guerre. Et donc, l'immigration, de ce point de vue-là, la circulation des personnes et des idées, est tout à fait indispensable à la création de cette interdépendance. D'où l'absolue importance du droit, de ce droit cosmopolitique. Voilà, j'avais déjà mentionné la perspective dynamique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer de transposer ce modèle-là à l'Union européenne et s'interroger pour se dire, est-ce que l'Union européenne ne rencontrerait pas, à certains égards, ces différentes attentes qu'on retrouve dans le projet européen. Premier niveau, le niveau du droit civique, donc des États membres. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'au sein de l'Union européenne, depuis 1993, on a ce qu'on appelle les critères de Copenhague, qui sont les critères qui définissent à quelles conditions les États est-européens pouvaient rejoindre l'Union européenne. Et ces critères stipulent, en quelque sorte, définissent ou actent du fait que, désolé, c'est écrit vraiment petit, mais je vais vous le lire, acte du fait que il y a une conditionnalité démocratique. Les conditions pour rejoindre l'Union européenne, c'est d'être un État qui respecte la démocratie, l'état de droit et la séparation des pouvoirs. 2, d'avoir un marché fonctionnel, et 3, d'être en mesure d'intégrer l'acquis communautaire. Et ces critères de Copenhague ont été confirmés dans une déclaration de Laeken de 2001. Je vous lis la déclaration de Laeken parce qu'elle a une dimension presque lyrique. La seule frontière que trace l'Union européenne est celle de la démocratie et des droits de l'homme. L'Union n'est ouverte qu'aux pays qui respectent des valeurs fondamentales, telles que des élections libres, le respect des minorités et l'état de droit. Vous remarquerez ce qu'il n'y a pas dans cette définition. Ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Union européenne est un continent, qu'elle est une culture ou qu'elle est une communauté historique. Je relis la première phrase. La seule frontière que trace l'Union européenne est celle de la démocratie et des droits de l'homme. Ce qui définit le projet européen comme étant virtuellement illimité d'un point de vue géographique. Deuxième élément, au niveau du droit des gens. Kant disait, plus qu'une confédération, moins qu'un État fédéral, ça correspond peu ou prou à l'architecture institutionnelle de l'Union européenne. Ce qu'on voit, c'est que l'Union européenne est une bête hybride. Les politologues parlent parfois d'une entité sui generis, une entité qui est son genre à elle propre. En fait, ce qu'on observe, c'est que l'Union européenne n'a jamais choisi, en réalité, entre intergouvernementalisme et supranationalisme, qu'elle a toujours, avec un certain bonheur d'ailleurs, articulé les deux méthodes. C'est qu'il y a des éléments de supranationalisme qui coexistent à côté d'éléments d'intergouvernementalisme. Qu'en gros, le Conseil européen, le Conseil des ministres peuvent très bien subsister à côté d'institutions donc des institutions intergouvernementales, peuvent subsister et même travailler en excellente collaboration avec des entités beaucoup plus supranationales comme le Parlement européen, la Commission européenne ou la Cour de justice, par exemple.
Donc on retrouve bien cette articulation à ce deuxième niveau, une structure institutionnelle qui correspond peu ou prou à ce qu'avait demandé Kant. Troisième élément, l'espace cosmopolitique, le droit cosmopolitique. Et là, Habermas, Beck, Ferry nous disent la condition est également rencontrée puisque on a l'espace Schengen. Au sein de l'Union européenne, il y a désormais une liberté de circulation quasi constitutionnalisée, hein, les 4 libertés fondamentales de circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services. Et puis on a, pour les personnes plus spécifiquement, hein, une liberté d'installation. On a même, avec la citoyenneté européenne, la possibilité de se présenter à des élections européennes en dehors de son État, d'y voter, etc., etc. Donc, la condition est également rencontrée. Il y a la reconnaissance d'un droit à l'hospitalité. C'est ici que j'aimerais introduire un coin critique dans cette théorie et exprimer voilà. Ah, c'est là, c'est pour me dire que j'ai été trop long. Hop. Voilà. Alors, donc, en résumé, hein, si on représente ça de façon très schématique, c'est mon côté professeur, mais on peut revoir les 3 éléments ici. Mais ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est que ce discours, cette présentation de l'Union européenne comme étant une construction cosmopolitique, elle a quand même un angle mort énorme. Un angle mort qui, à mon sens, est extrêmement problématique et mérite d'être exposé, d'être travaillé. C'est que, de façon évidente, et cet angle mort a été exposé de façon assez brillante d'ailleurs par quelqu'un comme Étienne Balibar, qui a insisté à de nombreuses reprises sur ces questions-là, mais aussi quelqu'un comme le regretté Étienne Tassin, qui met en évidence que dans la formulation même, l'Europe cosmopolitique est bien entendu un oxymore. Parce que l'Europe ne peut pas prétendre à elle seule représenter l'intégralité du cosmos, ne peut pas prétendre incarner le monde en tant que tel. L'Europe n'est jamais qu'un continent parmi d'autres. Ce qui veut dire que l'Europe rencontre, lorsqu'elle se définit comme cosmopolitique, rencontre un problème en particulier, c'est la question de ses frontières extérieures, forcément. Parce que, et là je reviens sur le discours tenu par Ferry, Beck ou Habermas sur le droit cosmopolitique, c'est très bien de dire que les frontières intérieures ont été abolies. C'est effectivement le cas, et ça représente quelque chose d'inédit quasiment dans l'histoire des constructions politiques. Mais c'est passer complètement sous silence le fait que la construction de l'espace Schengen s'est accompagnée d'un renforcement très sérieux, très solide du contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Et que pour pouvoir se prétendre authentiquement cosmopolitique, l'Union européenne doit donc s'interroger sur la question d'un droit universel à l'hospitalité. Ce qui a été mis en évidence de façon assez manifeste depuis 2015. Alors je vous montre quelques petits graphiques, je fais rapidement, mais pour illustrer ça, en 2015, on a un phénomène qu'on pourrait qualifier de panique morale, suite à l'arrivée d'1,5 million, les chiffres varient un peu selon les personnes qui les produisent, mais d'1,5 million de demandeurs d'asile sur la seule année 2015. Alors, on peut comprendre d'où vient la panique morale une fois qu'on observe ce graphique-ci. On voit bien que donc, le graphique commence en 1985. Là, on a la chute du mur de Berlin, ici. Là, c'est le début de la guerre du Kosovo. Et là, c'est le début du conflit syrien. Alors, une fois qu'on est en 2015 et qu'on regarde le schéma de cette façon-ci, on comprend l'angoisse. L'angoisse est nettement moins perceptible une fois qu'on est en 2018, puisque ça, c'est un schéma... Les deux schémas viennent de Eurostat, donc c'est des statistiques officielles de l'Union européenne. Et là, on part de 2000. Ici, on voit le pic en 2015, une stabilisation en 2016, et puis une forme de retour à la normale après 2018. Mais donc, de façon manifeste, en 2015, il se passe quelque chose. Il y a un événement qui crée une forme de panique morale qui va avoir des répercussions sur toutes les scènes politiques de l'Union européenne, de tous les États membres, et qui va créer une anxiété tout à fait palpable au sein des institutions européennes, qui va se traduire... Ah oui, pardon. Et alors, dernier élément, difficulté supplémentaire à l'arrivée
un peu exceptionnel d'un nombre de migrants, c'est que l'Union européenne est très mal préparée à cette arrivée. Elle est très mal préparée, notamment parce que, d'une part, cette arrivée se fait de façon assez inégale. La répartition des demandes d'asile, alors, je suis désolé, c'est pas très grand, mais vous pouvez voir la taille des cercles ici indique le nombre de migrants en fonction des États. On peut voir donc que l'Allemagne accueille de façon tout à fait disproportionnée un nombre de migrants, que la Hongrie et l'Autriche se trouvent en bonne position également, que la Grèce est pas mal affectée, alors que d'autres États s'en tirent beaucoup mieux. Enfin, s'en tirent beaucoup mieux, sont moins touchés par le phénomène. Alors, première chose, c'est que donc la répartition est très inégale. Deuxième élément, c'est que l'Union européenne accroît ces déséquilibres par ses propres régulations. Parce qu'elle a, en matière migratoire, un cadre qu'on appelle le règlement de Dublin, selon lequel l'État responsable de la demande d'asile est le premier État dans lequel le demandeur d'asile a été enregistré au sein de l'Union européenne. Cette règle a pour effet de favoriser, d'augmenter la charge administrative des États qui sont géographiquement en première ligne. L'Italie, la Grèce notamment, la Hongrie dans une certaine mesure, puisque la Grèce a pendant des années une politique du waving through, donc une politique qui consistait à fermer les yeux sur le fait qu'il y avait des migrants, à les laisser traverser le territoire pour ne pas avoir à les enregistrer, pour qu'ils puissent continuer leur route, ce qui les amenait directement en Hongrie, puisque les Balkans n'appartiennent pas à l'espace Schengen. Donc, on a une inégale répartition des réfugiés qui crée des tensions en plus en interne, au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence au niveau des politiques publiques développées par l'Union européenne? Là, ce qu'on voit, c'est que manifestement, il y a une asymétrie dans les politiques publiques mises en place par l'Union européenne et que cette asymétrie ne milite pas dans le sens d'une reconnaissance d'un droit universel à l'hospitalité. Si on regarde le volet répressif, le volet fermeture des frontières, depuis 2015, ce qu'on observe, c'est une intense activité législative avec de nombreuses innovations introduites depuis 2015. On a d'une part la déclaration Union européenne-Turquie, qui est un accord entre l'Union européenne et la Turquie pour que la Turquie accepte de bloquer le passage pour l'Union européenne et de retenir les migrants syriens sur son territoire. Deuxième élément, en 2016, on a une réforme de l'agence Frontex qui devient, qui est renommée, qui s'appelle désormais European Border and Coast Guard Agency, et qui est dotée de moyens propres, qui est dotée d'une autonomie législative, d'une autonomie d'intervention propre, etc., d'une faculté de supervision, notamment des États membres dans leurs activités de contrôle de leurs propres frontières. Et donc, on a une agence Frontex qui est substantiellement renforcée à partir de 2016 et on va avoir un deuxième texte voté en 2019, donc de façon précipitée, pour faire en sorte que l'agence Frontex soit dotée de 10 000 agents propres qui vont désormais intervenir sur un ensemble de frontières dans des uniformes européens. J'insiste, au préalable, c'était des policiers nationaux qui étaient détachés par leurs États et qui étaient dans leurs uniformes nationaux, même lorsqu'ils intervenaient pour l'Union européenne. Désormais, nous allons avoir des gardes-côtes dans des uniformes européens qui vont intervenir sur les frontières extérieures de l'Union européenne. Deux éléments supplémentaires. On a une intense diplomatie migratoire, ce qu'on pourrait appeler une diplomatie migratoire, pour mettre en œuvre le nouveau modèle de gestion de l'immigration de l'Union européenne, qui est un modèle d'externalisation du contrôle des frontières. L'idée étant que c'est trop compliqué de gérer les demandes d'asile au sein de l'Union européenne, parce que dès lors que les migrants sont sur notre territoire, nous sommes soumis à un ensemble d'obligations et nous sommes tenus par nos engagements. Dès lors, on va essayer de faire en sorte qu'ils n'arrivent pas jusque chez nous. Comme ça ne lance pas en quelque sorte la procédure juridique et ça ne nous crée pas des obligations que nous n'arrivons pas à remplir. Et donc, on a une diplomatie migratoire avec le Maroc, avec la Libye, avec la Tunisie, avec tous les pays du pourtour méditerranéen, pour essayer de faire en sorte de restreindre au maximum l'immigration. Dernier élément, on a un large consensus
ça reste une des dernières matières dans lesquelles on arrive à faire consensus entre les 27 États membres, hein, c'est sur la gestion répressive des frontières extérieures. Sur la question de l'accueil, on n'a pas ce consensus. Et dès lors, on a beaucoup moins d'activités législatives. Parce qu'il y a d'abord l'opposition entre l'Est et l'Ouest, hein, qui a été pas mal commentée dans la presse sur des questions de valeur, hein, essentiellement, où on voit bien qu'on n'a pas une même conception de la relation au multiculturalisme et à l'immigration. Et donc, on a le premier élément tout à fait notable, c'est l'échec du plan de répartition des réfugiés. Hein. Vous savez que la Commission a proposé des quotas de répartition entre les différents États membres pour essayer de corriger justement les inégalités que je pointais plus tôt. Ce plan de répartition a été rejeté. Et on a le pendant de Frontex, qui est le bureau européen d'appui en matière d'asile, hein, qui est l'agence qui est en charge de l'asile. Et ce qu'on voit, c'est qu'en termes de moyens, en termes de budget, en termes de visibilité politique, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles, que Frontex est une agence extrêmement bien dotée, dont le budget explose de façon exponentielle, alors que le bureau, et dans la façon dont il est dénommé, hein, le bureau européen d'appui aux questions d'asile, reste une institution très périphérique et assez pauvre. Tout ça pour dire que donc, cette idée d'une Europe cosmopolitique est assez discutable, hein, qu'on a probablement manqué une occasion en 1992 lors du traité de Maastricht qui instituait une vraie union politique, parce qu'à cette occasion-là, on a introduit la citoyenneté européenne. Et à cette occasion-là, on a décidé, citoyenneté européenne qui est une citoyenneté tout à fait unique, parce qu'elle ne vient pas se substituer à la citoyenneté préexistante des membres, enfin des citoyens des différents États membres, mais elle vient s'y superposer. Et là, on a peut-être manqué une occasion parce qu'on a décidé d'indexer l'octroi de cette citoyenneté sur l'appartenance aux États membres, sur l'appartenance nationale. Ce qui nous a privé de la possibilité, par exemple, d'attribuer la citoyenneté européenne à des demandeurs d'asile. Ce qui aurait été une façon de leur garantir un ensemble de droits, hein, et de leur offrir un statut, en tout cas, le temps de l'examen de leur dossier, et de concevoir une autre politique de l'hospitalité. C'est mon dernier slide. Si jamais on doit donc tirer un bilan de cette définition de l'Europe comme étant un espace cosmopolitique, on peut y voir une tentative originale de décrire le processus de l'intégration européenne avec une certaine valeur heuristique, hein, ça nous explique des choses, ça nous permet de percevoir l'Europe autrement. Mais ce serait faux de dire simplement que l'Europe telle qu'elle existe n'est pas à la hauteur de l'ambition cosmopolitique. Je pense que ce serait une mauvaise description. Ce serait faux de dire que l'Europe est simplement hypocrite, qu'elle professe quelque chose et qu'elle fait quelque chose d'autre, ou qu'elle aimerait bien que les autres fassent ce qu'elle-même ne fait pas. Je pense que la réalité, c'est plutôt qu'il y a un défaut originel dans cette définition de l'Europe cosmopolitique. Et que si jamais on veut que l'Europe soit authentiquement cosmopolitique, il faut la repenser non pas comme étant un espace isolé, comme étant un espace qui se construit indépendamment du reste du monde, mais bien comme étant un continent parmi d'autres sur un globe. Et donc il faut impérativement réfléchir la façon dont ce continent s'articule avec son extérieur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce très bon résumé de la situation sur le sujet le plus chaud en ce moment, sans doute, en Europe. La deuxième remarque porte sur le cosmopolitisme. Il y a une grande hypocrisie en Europe sur cette question-là. Le cosmopolitisme existe déjà. C'est le visa d'or. Vous payez 200 000 € et vous obtenez une citoyenneté. Il y a des milliers d'obtentions par an de ce type-là. Et vous avez des pays qui accordent les passeports à un prix qui, disons, je pense que le minimum doit être autour de 200 000 €. Oui, non, il y a Portugal, il y a Malte, il y a la Grèce, il y a Chypre, il y a plein de pays qui accordent, et certains même incluent dans leurs recettes budgétaires le montant des visas d'or, parce qu'elles sont considérables.
c'est une vraie hypocrisie. En fait, on refuse les pauvres en quelque sorte. Sur les visas dorés, oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant à plusieurs égards, hein. Le premier, c'est que sur l'immigration, il y a tout un enjeu, notamment sur la reconnaissance de la citoyenneté pour les citoyens, pour les ressortissants d'États tiers, résidents de longue durée. Il y a pas mal de gens qui sont maintenus dans des situations administratives, soit irrégulières, soit régulières mais précaires. Et l'argument majeur qui est mis en avant, c'est que la citoyenneté est une valeur symbolique forte et qu'il n'est pas question de brader la citoyenneté. Et donc, même si ces gens sont là depuis longtemps, même s'ils remplissent, même s'ils mènent une activité sociale, qu'ils ont une profession, etc., le fait qu'ils soient arrivés régulièrement, leur reconnaître la citoyenneté, ce serait d'évaluer en fait ce symbole politique fort. Et puis à côté de ça, on a des États qui vendent la citoyenneté à des oligarques russes. C'est un peu problématique, évidemment. Alors, ici, l'argument, je suis un peu malhonnête parce que l'argument sur la citoyenneté, c'est un argument sur la valeur symbolique forte de la citoyenneté, c'est un argument qu'on entend beaucoup en France et qui fait écho notamment à la tradition républicaine forte de la France. Et la France n'attribue pas de visa doré à ma connaissance. On entend moins cet argument-là à Chypre ou à Malte. Le deuxième élément, c'est que honnêtement, c'est très problématique d'un point de vue de la sécurité et de la criminalité. Parce que les personnes qui achètent des visas dorés, c'est pas parce qu'ils sont soudainement séduits par les valeurs européennes. Hein. C'est parce que c'est très pratique d'avoir un visa européen dans certaines circonstances. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont aller le chercher et c'est pour ça qu'ils l'obtiennent. Donc oui, c'est éminemment problématique. Et alors il y a pour être honnête, moi j'ai pas énormément travaillé dessus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une nouvelle vague de philosophes et de politistes qui se sont saisis de cette question-là. Et donc là, il y a une série d'ouvrages qui vont paraître sur ces questions-là et qui notamment documentent les pratiques de plus en plus. Et si ma mémoire est bonne, là, vous vous souvenez de la journaliste Malte, hein, qui a été dont la voiture a sauté, c'était sur ces dossiers-là qu'elle travaillait quand sa voiture a sauté. Donc, c'est vraiment des dossiers problématiques liés à des milieux mafieux. C'est des dossiers explosifs dans tous les sens du terme. Donc, vous avez tout à fait raison de le pointer. Oui, je voudrais juste rajouter qu'une objection de fait ne détruit pas la valeur de l'idée. Et que donc que le cosmopolitisme soit instrumentalisé, vendu, marchandisé, ne remet pas en cause ce que vous avez très bien montré, à savoir que le cosmopolitisme n'est pas un super-étatisme, mais qu'une alliance d'États peut accorder, donc de ce point de vue-là. Non, parce que très souvent, si vous voulez, on vous dira sur les droits de l'homme, ils ne sont pas respectés. Ça ne remet pas en cause l'importance et le fait de se battre pour qu'ils existent. Alors moi j'ai une question sur donc vous pointiez du doigt, vous avez tout à fait raison, qu'il faut pouvoir comprendre les jeunes nations de l'Est qui se sentent parfois insécurisées par rapport à leur identité nationale et donc qui ont aussi eu historiquement une relation différente, ça dépend lesquelles, mais avec la question du multiculturalisme. Et donc il y a des craintes qui seraient plus légitimes dans le chef des nations est-européennes. Il y a deux façons de répondre à ça. La première, c'est de dire que le discours sur l'Europe cosmopolitique, c'est justement pas un discours eurofédéraliste. Et la différence entre le discours cosmopolitique et le discours fédéraliste, c'est que le discours cosmopolitique se méfie de la dimension homogénéisante de l'eurofédéralisme. Pour le résumer en une formule, c'est Jean-Marc Ferry, il dit « L'Europe cosmopolitique, c'est une Europe qui est unie politiquement, socialement consistante et culturellement diverse. » Et donc, le cosmopolitisme cherche à conserver et à préserver la diversité des nations. Il ne se construit pas contre les nations, il se construit dans et à travers les nations. Et donc, en quelque sorte, on pourrait dire ce discours cosmopolitique, il n'y a pas de raison pour les nations de l'Europe de l'Est d'en avoir peur, parce qu'ils ne cherchent pas à les faire disparaître. Si on veut faire vivre le débat, il est un tout petit peu tard, c'est peut-être pas le moment d'ouvrir ça, mais moi
je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce discours-là. Moi, je pense qu'il y a quand même toujours fondamentalement quelque chose de problématique dans le nationalisme. Que le nationalisme, c'est pas comme la Grèce, il n'y a pas des bonnes et des mauvaises Grèces, des bons et des mauvais nationalismes. Un nationalisme civique, par exemple, qui serait respectable, et un nationalisme ethno-racial qui serait inacceptable. Je pense que même le nationalisme civique a sa part problématique, et donc je pense qu'il faut respecter la diversité culturelle en Europe. Je ne sais pas si respecter la diversité culturelle, c'est nécessairement respecter la diversité nationale. Mais voilà, ça c'est peut-être pour un autre jour.